Le grincement métallique de la porte du hangar a résonné dans la cour d'entraînement de l'OTAN alors que Laurent, 1,90 m de pur muscle et d'arrogance, attrapait la femme plus petite par sa combinaison de travail tachée d'huile. Regardez ce qui a rampé dessous les avions, a-t-il beuglé aux recrues d'élite rassemblées. Olivia Mercier a trébuché vers l'avant, ses bottes de travail usées dérapant sur le béton, de la graisse maculant encore ses mains du C-130 qu'elle venait d'entretenir. La foule de 30 recrues a éclaté de rire. C'étaient les meilleurs des nations alliées, triés sur le volet pour un entraînement au combat avancé. Et voilà cette mécanicienne qui avait réussi à s'égarer sur leur terrain. Mauvaise direction, ma belle. Clara, aux traits acérés et avec une queue de cheval blonde si serrée qu'elle lui tirait les yeux, s'est avancée avec un sourire moqueur. La cuisine, c'est par là. Ou mieux encore, retourne récurer les toilettes. D'autres rires ont parcouru le groupe alors qu'Olivia gardait les yeux baissés, ses cheveux bruns s'échappant d'un chignon désordonné, sa petite silhouette éclipsée par les guerriers qui l'entouraient. La voix du capitaine Dubois a tonné depuis la terrasse d'observation. « Mercier, vous perturbez l'entraînement. Retournez à... » Mais Laurent n'avait pas fini. Il l'a bousculé à nouveau, plus fort cette fois, l'envoyant s'étaler dans la poussière. Peut-être qu'elle a besoin d'une leçon pour savoir où est sa place. Olivia s'est relevée lentement, la terre collant à sa combinaison, sans rien dire. Juste un autre jour de l'humiliation qu'elle endurait depuis 6 mois. Mais quelque chose a vacillé dans sa vision périphérique. Le commandant Klein observait depuis l'ombre, sa main se déplaçant inconsciemment vers sa hanche. Aucun d'entre eux ne pouvait savoir que dans les 15 prochaines minutes, tout allait changer complètement. L'humiliation n'était pas seulement une épreuve. C'était un camouflage, un bouclier qu'elle avait perfectionné au fil des mois. Chaque ricanement, chaque insulte, était une brique de plus dans le mur derrière lequel elle se cachait, observant, analysant, attendant. Elle avait appris à porter le mépris comme une seconde peau, à laisser le ridicule glisser sur elle comme de l'eau sur les plumes d'un canard. C'était une discipline en soi, une forme de combat mental qui exigeait plus de force que n'importe quel exercice physique. Car sous les couches de graisse et de soumission apparente, une flamme brûlait, une rage froide et calculée qui attendait le moment parfait pour s'embraser. Elle n'était pas simplement là pour endurer, elle était là pour chasser. Chaque regard baissé était une opportunité d'étudier les chaussures, les postures, les habitudes de ceux qui la tourmentaient, ajoutant des données à son analyse constante de la dynamique du pouvoir au sein de la base. Laurent n'était qu'un pion, un outil bruyant et prévisible. Le vrai danger, le roi sur cet échiquier, était Klein, et il était temps de le mettre en échec et mat. Le bruit, l'arrogance, tout cela n'était qu'une distraction. La véritable bataille se déroulait en silence, dans les regards furtifs et les gestes à peine perceptibles. La situation a empiré lorsque le capitaine Dubois a fait son annonce depuis la terrasse d'observation. Attention, en raison de la blessure du cadet Morrison, il nous manque une personne pour l'évaluation de combat d'aujourd'hui. Mercier, puisque vous perturbez déjà mon terrain, vous êtes désigné. Considérez cela comme une punition pour vous être aventuré là où vous n'avez rien à faire. Le rire des recrues s'est transformé en quelque chose de plus cruel, de l'anticipation. Ils allaient regarder cette petite mécanicienne se faire détruire dans des exercices militaires conçus pour des guerriers d'élite. 6 mois plus tôt, Olivia était arrivée au centre d'entraînement de l'OTAN avec des accréditations si parfaitement banales que personne ne lui avait accordé un second regard. Spécialiste en maintenance aéronautique. Grade 3. Affectation précédente, base aérienne d'Évreux. Vérification des antécédents, impeccable. Référence solide mais sans éclat. Les faussaires de la DGSE avaient fait leur travail à la perfection. Elle avait passé ses journées les coudes dans la graisse de moteur, ses nuits à étudier les dossiers du personnel, et chaque repas à observer, toujours observé. Sa cible s'était révélée lentement. Le commandant Klein, l'instructeur tactique respecté avec 10 ans de service impeccable, avait des habitudes qui ne signifieraient rien pour des yeux non entraînés. Mais Olivia avait passé 6 ans à apprendre à lire les signatures subtiles de l'entraînement de la Vipère fantôme. La façon dont les opérateurs tenaient leur couvert, comment ils vérifiaient les angles, le schéma spécifique de leur respiration tactique. Klein faisait tout cela, ce qui signifiait l'une des deux choses. Soit il avait été entraîné par la Vipère fantôme, soit il avait passé beaucoup de temps à les observer. Étant donné que 12 opérateurs de la Vipère fantôme gisaient dans des tombes anonymes à cause d'une trahison il y a 3 ans, Olivia pariait sur la seconde option. Maintenant, alors qu'elle se tenait entourée de recrues moqueuses, sa main s'est inconsciemment déplacée vers la poche de sa poitrine où elle les gardait. Les plaques d'identité de l'équipage, 11 noms gravés dans l'acier, 11 frères et sœurs qui avaient fait confiance à la mauvaise personne. Ses doigts traçaient leur bord à travers le tissu, une habitude qu'elle avait développée pendant ses 48 heures passées à ramper dans les montagnes afghanes avec 7 balles dans le corps et la milice afghane à ses trousses.
Les plaques étaient tout ce qu'elle avait réussi à sauver. Ces plaques n'étaient pas de simples morceaux de métal. Elles étaient le poids de son échec et le carburant de sa vengeance. Chaque nom était un serment. Jacques, dont le rire pouvait désarmer une situation tendue. Marie, qui pouvait sentir une embuscade à 1 kilomètre. Ils étaient plus qu'une équipe. Ils étaient une famille qu'elle avait vue se faire massacrer sous ses yeux. La douleur de ses souvenirs était une encre, l'empêchant de dériver dans la haine pure. C'était une douleur focalisée, aiguisée, transformée en une arme aussi mortelle que n'importe quel couteau. Klein pensait qu'elle était morte avec les autres. C'était son erreur la plus grave. Il l'avait laissée en vie, et elle était devenue son jugement. Regardez-la, Harry Cédric, en montrant les bottes déchirées d'Olivia. Elle va courir 15 kilomètres avec ça. Ça va être hilarant. Le groupe se dirigeait déjà vers la piste, Laurent en tête, tel un héros conquérant sur le point de réclamer une autre victime. Et, la mécano, essaie de ne pas fuir de l'huile sur notre piste. Elena, une recrue silencieuse de Pologne, est restée en retrait du groupe. Elle observait Mercier depuis des semaines, remarquant des choses que les autres manquaient. Comment la mécanicienne ne se détendait jamais vraiment. Comment ses yeux suivaient chaque sortie. Comment elle se positionnait toujours le dos au mur. Ce n'étaient pas les habitudes de quelqu'un qui passait sa vie à réparer des avions. La course de 15 km a commencé avec Olivia à l'arrière, ses bottes déchirées claquant contre la piste. Les recrues ont imposé un rythme effréné, leurs formes athlétiques se déplaçant avec une précision entraînée tandis qu'elles peinaient dans une combinaison conçue pour ramper dans les entrailles des avions, pas pour courir. Au 5e kilomètre, Clara a exécuté son plan. Elle s'était progressivement laissée distancer, synchronisant son mouvement à la perfection. Alors qu'il prenait un virage, elle a heurté le coude d'Olivia avec le sien, envoyant la femme plus petite tomber lourdement sur le gravier. « Oups !» a lancé Clara par-dessus son épaule, sans rompre son rythme. « Fais attention où tu mets les pieds, l'agresseuse. » Mais quelque chose d'étrange s'est produit quand Olivia a touché le sol. Au lieu de s'étaler maladroitement comme l'aurait fait un civil, elle a rentré la tête et roulé avec une précision fluide, se relevant sur un genou avant de se remettre debout en douceur. Le mouvement était si rapide, si pratiqué, que la plupart l'ont manqué. Mais Marc, qui courait à proximité, a tout vu. Ce n'était pas comme ça que les mécaniciens tombaient. C'était une roulade de combat. Le genre de mouvement inculqué aux opérateurs spéciaux jusqu'à ce qu'ils deviennent un instinct. « Tu fais des acrobaties maintenant ?» a raillé Cédric alors qu'Olivia reprenait la course, le sang suintant à travers une déchirure dans sa combinaison où le gravier l'avait profondément mordu. « Tu essaies de nous impressionner ? Garde ça pour la cour de récré. » La manche de sa combinaison s'était déchirée dans la chute, remontant pour révéler son avant-bras. Marc a aperçu quelque chose qui lui a fait manquer un pas. Une cicatrice, longue et boursouflée, courant du poignet au coude. Pas le genre de cicatrice qu'on se fait en entretenant un avion. Le genre qu'on obtient dans un combat au couteau, quand quelqu'un essaie très fort de vous tuer. Cette cicatrice était une carte, une histoire gravée dans sa peau. Chaque millimètre rappelait une lame ennemie, la douleur fulgurante, et la volonté de fer qui lui avait permis de survivre. Marc, un observateur attentif malgré son attitude bravache, a senti un frisson le parcourir. Le monde bien ordonné de l'entraînement, avec ses règles et ses hiérarchies claires, venait de se fissurer. Cette femme n'était pas ce qu'elle semblait être. La roulade, la cicatrice. C'étaient des pièces d'un puzzle qu'il ne pouvait pas encore assembler, mais il savait qu'il révélait une image bien plus dangereuse et complexe que celle d'une simple mécanicienne. Au moment où ils ont terminé la course, Olivia était 30 secondes derrière le groupe principal, boitant légèrement, mais toujours en mouvement. Le capitaine Dubois attendait à la ligne d'arrivée, le visage tordu de dégoût. Démonstration pathétique, Mercier. Vous avez rompu la formation, perturbé la cohésion de l'unité et terminé dernière. Il s'est tourné vers le groupe. C'est pourquoi nous avons des standards, les gens. C'est pourquoi tout le monde ne peut pas être un guerrier. 5 tours supplémentaires, Mercier, a aboyé Dubois. Peut-être que ça vous apprendra à rester à votre place, sous les avions. Pas sur mon terrain. Les recrues se sont dispersées pour prendre de l'eau et se reposer, mais quelques-uns sont restés pour regarder, avides de voir plus d'humiliation. Olivia a recommencé à courir, sa respiration contrôlée malgré la douleur évidente à sa jambe. Clara a attrapé une bouteille d'eau vide et l'a jetée aux pieds d'Olivia alors qu'elle passait. « Hydrate-toi avec de l'air, ma belle. C'est tout ce que tu mérites. » La montre tactique usée d'Olivia, cachée sous la graisse de moteur, disposait d'un suivi GPS de qualité militaire, conçu à l'origine pour les agents infiltrés mais maintenant standard dans les zones de maintenance à haut risque. Le verre en saphir pouvait résister à des impacts de plus de 300 bars, tandis que la puce mémoire cryptée stockait 6 mois de schéma de déplacement. Chaque couloir,
Chaque zone restreinte qu'elle avait cartographiée en traquant sa proie, même couverte d'huile, son mouvement de précision n'a jamais manqué d'enregistrer les rencontres suspectes de Klein. Chaque tour de piste supplémentaire était un test d'endurance, pas seulement physique, mais aussi psychologique. Elle sentait les regards des autres recrues comme des aiguilles sur sa peau. Il voyait une femme brisée, punie. Elle sentait une opportunité. Chaque pas douloureux sur la piste était une répétition, un renforcement de sa discipline. La douleur dans sa jambe était un rappel constant de sa vulnérabilité physique, mais aussi de sa force mentale à la surmonter. Elle se concentrait sur sa respiration, un rythme régulier qui était devenu sa méditation, sa forteresse intérieure. Le monde extérieur, avec ses moqueries et son mépris, s'estompait. Il ne restait que le bruit de ses bottes sur la piste, le battement de son cœur et l'image du visage de Klein dans son esprit. C'était tout ce dont elle avait besoin. Le reste n'était que du bruit, une distraction qu'elle avait appris à ignorer il y a longtemps, dans des situations bien plus mortelles que celle-ci. Ce soir-là, au mess, Olivia était assise seule à sa table habituelle dans un coin, picorant les rations militaires standards tandis que ses yeux suivaient le commandant Klein à travers la salle. Il rencontrait quelqu'un de nouveau ce soir, un sous-traitant qu'elle ne reconnaissait pas. Leurs têtes étaient penchées l'une vers l'autre en pleine conversation. Elle ne pouvait pas les entendre d'ici, mais le langage corporel était intéressant. Klein n'arrêtait pas de toucher sa hanche, un tic nerveux qu'elle avait catalogué des semaines auparavant. Il ne le faisait que lorsqu'il discutait de quelque chose qui le mettait mal à l'aise. Et la tache de graisse. La voix de Laurent a résonné dans le mess, attirant l'attention de tout le monde. Tu as survécu à la course, à peine. Voyons comment tu te débrouilles avec quelque chose qui demande de vraies compétences. Il se tenait près du poste d'entretien des armes, un M4 à la main. Le cadet Martinez s'est tordu la cheville. Tu le remplaces pour l'exercice de démontage. Sauf si tu es trop fatigué de ta petite promenade. La salle est devenue silencieuse, tous les regards se tournant vers Olivia. C'était de la pure tactique d'humiliation. Tout le monde savait que les équipes de maintenance travaillaient sur les avions, pas sur les armes légères. Laurent la mettait en scène pour un échec spectaculaire devant tout le mess. Olivia a posé lentement sa fourchette, s'est essuyé les mains sur sa combinaison et s'est levée. Elle a marché vers le poste d'entretien d'un pas mesuré, ignorant les ricanements et les paris murmurés sur la façon dont elle allait se ridiculiser. Le M4 reposait sur la table, son métal noir brillant sous les dures lumières fluorescentes. Ce moment était un point de basculement, elle le sentait. 6 mois de patience l'avaient amenée ici. Chaque insulte endurée était un investissement dans ce moment précis. Alors qu'elle marchait, le bruit du mess s'estompait pour être remplacé par les voix de ses coéquipiers disparus. Elle se souvenait de Jacques lui apprenant un raccourci pour réassembler le percuteur dans le noir complet. Elle se souvenait de Marie chronométrant leurs exercices, impitoyables mais justes, les poussant toujours à être plus rapides, plus efficaces. Cette arme n'était pas un objet étranger pour elle. C'était une extension de ses mains, un outil familier qu'elle connaissait plus intimement que les visages des recrues qui la regardaient avec mépris. Elle n'allait pas seulement démonter une arme, elle allait invoquer les fantômes de son passé et leur rendre hommage de la seule manière qu'elle connaissait, avec une compétence silencieuse et mortelle. Démontage de campagne standard, a annoncé le sergent Millet, tenant un chronomètre. Démontage et remontage complet. Vous avez 2 minutes. Il a regardé Olivia avec un amusement à peine dissimulé. C'est probablement 2 fois plus de temps qu'il ne vous en faudra. N'est-ce pas? Laurent a commencé, ses mains se déplaçant avec une confiance experte. La carcasse supérieure s'est séparée de la carcasse inférieure, le groupe de culasse a glissé librement, le levier d'armement a été extrait. Ses mouvements étaient fluides, entraînés, efficaces. La foule comptait en même temps qu'il travaillait, certains l'encourageant. Quand il a fini, Millet a cliqué sur le chronomètre. 1 minute et 20 secondes. Temps solide, Laurent. Essaie de battre ça. Laurent a souri, s'écartant avec une courtoisie exagérée. À toi, princesse. Olivia s'est approchée de la table et a pris l'arme réassemblée. Pendant un instant, elle a juste tenu, ses doigts tachés d'huile sombre contre le métal. Puis elle a fermé les yeux. La salle a éclaté de rire. Elle prie, a crié quelqu'un. Peut-être que le fusil va l'aider. Mais Olivia ne priait pas. Elle se souvenait. Elle se souvenait des heures innombrables passées au camp de la vipère fantôme où ils avaient fait cet exercice jusqu'à ce que leurs doigts saignent. Où la punition pour un temps lent n'était pas l'embarras. C'était la mort. Parce que sur le terrain, une arme enrayée que vous ne pouviez pas réparer signifiait que vous ne rentriez pas à la maison. Ses mains ont commencé à bouger. Les rires se sont éteints aussi vite qu'ils avaient commencé. Les yeux toujours fermés, les doigts d'Olivia ont volé sur l'arme avec une vitesse qui semblait impossible.
Les clics et glissements métalliques ont créé un rythme presque musical, alors que les composants se séparaient et s'alignaient. La carcasse supérieure de l'inférieur, le groupe de culasse libéré, le tube d'emprunt de gaz séparé, le canon retiré. Chaque mouvement s'enchaînait avec le suivant sans la moindre hésitation, une danse macabre et précise gravée dans sa mémoire musculaire. Le silence qui s'est abattu sur la salle était plus assourdissant que les rires précédents. C'était un silence teinté de confusion, puis d'une incrédulité grandissante. Les recrues, même Laurent, observaient une démonstration de compétence qui dépassait de loin tout ce qu'ils avaient jamais vu. Ce n'était pas de l'entraînement, c'était de l'instinct. C'était la maîtrise née non pas de la répétition dans un environnement sûr, mais de la nécessité désespérée sur des champs de bataille oubliés. Chaque clic de métal était un écho des vies qui dépendaient de cette vitesse, de cette perfection. Il ne voyait pas une mécanicienne, mais il ne savait pas encore ce qu'il voyait. Il savait seulement que ce qu'il pensait savoir sur elle était complètement, fondamentalement faux. 45 secondes. Millet a regardé le chronomètre, puis l'arme parfaitement démontée, disposée dans un ordre de manuel. Il a levé les yeux vers Olivia, qui avait ouvert les siens et était déjà en train de remonter le fusil avec la même vitesse impossible. « Temps !» a crié Millet, sa voix se brisant légèrement. 45 secondes au total. Le mess était silencieux comme une tombe. Le visage de Laurent était passé de suffisant à confus, puis à quelque chose approchant la peur. Clara avait arrêté de manger au milieu d'une bouchée, sa fourchette en suspens, oubliée. Même le capitaine Dubois, qui observait depuis l'embrasure de la porte, était figé. De la chance, a réussi à dire Laurent, mais sa voix manquait de conviction. Pure chance. Olivia a posé doucement l'arme réassemblée, puis a sorti un vieux chiffon de sa poche pour s'essuyer les mains. Le chiffon était taché de quelque chose de sombre qui n'était jamais vraiment parti au lavage. Ceux qui avaient une expérience du combat ont reconnu la couleur. C'était du sang, vieux et incrusté profondément dans les fibres. La chance du débutant, a répété faiblement Clara, ça doit être ça. Mais le sergent Millet regardait la disposition des pièces de l'arme, puis Olivia, puis de nouveau la disposition. Quelque chose le dérangeait, quelque chose dans l'ordre où elle avait arrangé les pièces. Ce n'était pas la disposition standard enseignée à l'instruction de base, ni même à l'entraînement avancé. C'était le modèle utilisé par les opérations spéciales. Plus précisément, il a secoué la tête. Non, c'était impossible. La vipère fantôme avait été anéantie il y a 3 ans. L'odeur de l'huile d'arme, le contact froid du métal, le poids familier du chiffon dans sa main. Tout cela a déclenché une cascade de souvenirs sensoriels. Elle n'était plus dans un mess bruyant sur une base de l'OTAN. Elle était de retour dans le désert, la nuit, nettoyant son arme à la lueur d'une lune lointaine, le silence seulement rompu par le chuchotement du vent. Le sang sur le chiffon appartenait à son coéquipier, Léo, qu'elle avait tenté de sauver après une embuscade. Elle avait gardé le chiffon, non par morbidité, mais comme un talisman, un rappel tangible de ce qui était en jeu. Le regard de Millet était perçant. Il avait vu assez de soldats dans sa vie pour reconnaître un fantôme quand il en voyait un. Et la femme qui se tenait devant lui, avec ses mains tachées d'huile et ses yeux qui semblaient contenir une décennie de guerre, n'était pas une mécanicienne. Elle était un spectre revenu d'un champ de bataille que personne ici ne pouvait imaginer. Le lendemain matin a apporté l'évaluation de tir à longue distance. 300 mètres, mire métallique, 5 tirs. La plupart des recrues seraient heureuses de mettre 3 tirs sur 5 dans le noir. Les meilleurs pourraient en gérer 4. Olivia a reçu un fusil qui avait connu des jours meilleurs. La plaisanterie de l'armurier, donnant à la mécanicienne la pire arme disponible. Cette lunette est déréglée, a murmuré Kyle à son ami, alors qu'il regardait Olivia examiner le fusil. Elle dérive d'au moins 2 MOA vers la droite. Elle n'a aucune chance. Mais Olivia ne regardait pas la lunette. Elle sentait le poids du fusil, testait la détente, jaugeait le vent qui balayait le champ de tir. Son esprit calculait déjà. 2 MOA à droite à 300 mètres signifiait une dérive d'environ 18 cm. Il fallait ajouter la vitesse du vent de 12 km/h du nord-ouest. Une température de 17 degrés Celsius affectant la densité de l'air et la légère inclinaison du canon du fusil qu'elle pouvait sentir à travers ses paumes. « Tireur, prêt ?» a appelé l'officier de tir. Olivia s'est mise en position. Sa respiration a ralenti. Chaque inspiration et expiration était mesurée et précise entre les battements de cœur. Dans ce moment de calme parfait, lorsque le corps fait naturellement une pause, elle a pressé la détente. 5 tirs, 5 coups au but parfait en plein centre. L'officier de tir a vérifié la cible 2 fois, puis a annoncé le score impossible. Les recrues qui observaient sont restés dans un silence stupéfait. Personne ne réalisait des scores parfaits avec un équipement aussi mauvais.
Personne. Comment? A chuchoté quelqu'un. Mais Olivia s'éloignait déjà, laissant le fusil pour le tireur suivant. En passant devant les gradins, son petit carnet est tombé de sa poche. Marc l'a ramassé, avec l'intention de le lui rendre, mais il était tombé ouvert. Les pages étaient couvertes de symboles et de notations qu'il ne reconnaissait pas militaires, certainement, mais utilisant un système de classification qu'il n'avait jamais vu. Un symbole revenait sans cesse, dessiné avec une précision soignée, une vipère enroulée autour d'un crâne. Le carnet n'était pas rempli de notes sur l'entretien des avions. C'étaient des schémas, des calculs balistiques complexes, des notes d'observation sur les routines de la base et des profils psychologiques succincts de chaque membre clé du personnel, y compris Klein. Le symbole de la vipère et du crâne était l'emblème non officiel de l'unité Vipère Fantôme, un secret bien gardé que seuls les membres et quelques initiés du haut commandement connaissaient. Marc sentait le cuir du carnet dans sa main. C'était un objet qui ne correspondait pas du tout à la personne qu'il pensait connaître. Chaque page était une contradiction, un défi à la réalité simple qu'il avait acceptée. La femme qu'ils appelaient la graisseuse pensait en termes de cryptographie et de symboles d'opération noire. La dissonance était si forte qu'elle lui donnait le vertige. Il a refermé le carnet, le cœur battant. Il ne le lui rendrait pas tout de suite. Il devait comprendre. Il sentait qu'il venait de tomber sur quelque chose d'immense, quelque chose qui pourrait le faire tuer ou changer sa vie à jamais. Cette nuit-là, Elena a enfin trouvé le courage d'approcher Olivia. La recrue polonaise avait lutté contre la déshydratation après la journée d'entraînement brutal et elle avait remarqué que Mercier se dirigeait vers le point d'eau. Quand Olivia a fini de remplir sa gourde, Elena l'attendait. « Tenez » a dit Elena doucement, lui offrant sa propre gourde pleine. « Vous avez couru 25 kilomètres aujourd'hui. Vous en avez plus besoin que moi. » Olivia a regardé l'eau offerte, puis le visage d'Elena. Pendant un bref instant, quelque chose a vacillé dans ses yeux. De la surprise. Peut-être que quelqu'un puisse faire preuve de gentillesse. Elle a légèrement secoué la tête et s'est apprêtée à partir. « Je sais que vous n'êtes pas ce que vous semblez être, » a murmuré Elena, si bas que seule Olivia pouvait l'entendre. « Quoi que vous cherchiez, quoi que vous fassiez ici, soyez prudente. Tout le monde n'est pas votre ennemi. » Les deux femmes sont restées là un moment, une compréhension passant entre elles sans mots. Puis Olivia a pris la gourde, a hoché la tête une fois et a disparu dans l'obscurité. Ce simple geste de gentillesse était une brèche dans l'armure qu'Olivia avait mis des mois à construire. Pendant un instant, elle n'était pas l'ange, la chasseresse, mais simplement une femme fatiguée et seule. La méfiance était sa compagne constante, un instinct de survie aiguisé par la trahison. Mais dans les yeux d'Elena, elle n'a vu ni pitié ni curiosité morbide, mais un respect silencieux, une reconnaissance d'une force cachée. C'était un risque d'accepter l'aide, un risque de faire confiance, même à ce petit niveau. Mais c'était aussi un rappel qu'au milieu de la tromperie et de la violence, de petits îlots d'humanité pouvaient encore exister. Cette rencontre a renforcé sa détermination, mais l'a aussi légèrement modifiée. Elle n'était plus seulement motivée par la vengeance, mais aussi par la protection de ceux qui, comme Elena, étaient capables de voir au-delà des apparences, de reconnaître la valeur même lorsqu'elle était déguisée en faiblesse. C'était pour des soldats comme elle que ses coéquipiers étaient morts, et c'était pour eux qu'elle devait continuer à se battre. La gourde semblait lourde dans sa main, pleine non seulement d'eau, mais aussi d'un poids de responsabilité renouvelé. Le camp s'installait dans les routines nocturnes quand Olivia est passée à l'action. Elle avait suivi les habitudes de Klein pendant des mois. Elle savait que le mardi soir, il tenait des réunions de planification avec du personnel sélectionné dans l'ancien bâtiment des communications. Ce soir, elle allait enfin poser le dispositif d'écoute qui confirmerait ce qu'elle soupçonnait, que Klein recrutait, construisant un réseau d'actifs au sein des forces de l'OTAN. La serrure du bureau de Klein était de qualité militaire, mais Olivia avait appris des meilleurs. L'entraînement de la vipère fantôme incluait tout, de l'assassinat à longue distance au combat rapproché en passant par l'entrée clandestine. En 90 secondes, elle était à l'intérieur, se déplaçant dans l'espace sombre comme de la fumée. Le dispositif d'écoute, pas plus gros qu'un bouton de chemise, a été placé sous son bureau où il serait invisible mais parfaitement positionné. Elle se tournait juste pour partir quand des bruits de pas ont résonné dans le couloir. Plusieurs paires, se déplaçant vite, trop vite. Sa main est allée automatiquement là où son arme de poing aurait dû être, ne trouvant que du vide. Elle était désarmée, piégée dans un bureau où elle ne devrait pas être, sans nulle part où se cacher. La porte s'est ouverte en grand. Des faisceaux de lampes de poche ont traversé l'obscurité. Mais Olivia bougeait déjà. Elle est allée vers le haut au lieu du bas, utilisant le bureau de Klein comme tremplin pour atteindre la grille de ventilation qu'elle avait notée lors de sa première reconnaissance. Ses doigts ont trouvé les vis, déjà desserrés des semaines auparavant pour une telle éventualité.
Au moment où l'équipe de sécurité a inondé la pièce, elle était déjà dans les conduits, se déplaçant en silence comme un fantôme à travers les tunnels d'aluminium. « Rien ici », a-t-elle entendu un garde rapporter. Ça devait être une fausse alerte. Mais alors qu'Olivia naviguait dans le système de ventilation pour retourner en lieu sûr, elle ne pouvait s'empêcher de penser que la réponse avait été trop rapide, trop organisée, presque comme si Klein s'était attendu à ce que quelqu'un vienne fouiner. Chaque seconde dans les conduits était une torture. L'espace confiné, l'odeur de poussière et de métal, le son de son propre cœur battant contre ses côtes. C'était un retour à des souvenirs enfouis, des évasions étroites dans des tunnels ennemis. Elle a dû maîtriser une vague de panique, se concentrant sur le plan de la base qu'elle avait mémorisé. L'idée que Klein l'attendait était plus effrayante que n'importe quelle équipe de sécurité. Cela signifiait qu'il n'était pas seulement corrompu, il était intelligent, paranoïaque et proactif. Elle avait peut-être sous-estimé sa proie. Cette prise de conscience a transformé sa mission. Ce n'était plus seulement une chasse, c'était un duel d'esprit, un jeu d'échecs où chaque mouvement était analysé. Elle avait échappé au piège, mais elle savait qu'elle venait de révéler sa présence aux joueurs adverses. Le fantôme n'était plus totalement invisible. La prochaine fois, il serait prêt. De retour à la caserne, Laurent organisait ce qu'il appelait une fête de bienvenue pour leur nouvelle recrue temporaire. « Allez, Mercier !» a-t-il crié, rassemblant une foule. « Il est temps de célébrer ton tir miraculeux. Prends une bière avec de vrais soldats. » Olivia se tenait à l'embrasure de la porte, observant la scène. 30 recrues, l'alcool coulant à flot, et Laurent au centre, comme un ancien roi tenant sa cour. Elle avait survécu à des embuscades pires. « Je ne bois pas », a-t-elle dit simplement. « Tout le monde boit », a ri Cédric, lui fourrant une bière dans la main. « Ne sois pas asocial, à moins que tu ne te crois trop bien pour nous. » La foule s'est rapprochée, leurs intentions claires. Il ne s'agissait pas de célébration. Il s'agissait d'humiliation, de remettre l'intruse à sa place. Quand Olivia a posé la bière sans y toucher, le visage de Laurent s'est assombri. « J'ai dit, bois », a-t-il grogné en ramassant la bouteille. « Ou peut-être que tu as besoin d'aide. » Ce qui s'est passé ensuite serait débattu en chuchotement pendant des semaines. Laurent s'est avancé pour verser la bière sur la tête d'Olivia, la foule l'encourageant. Mais d'une manière ou d'une autre, sa main a glissé ou a été guidée, et au lieu de tremper la mécanicienne, il a fini par verser la bouteille entière sur ses propres chaussures. Dans la confusion, alors qu'il bafouillait et maudissait, Olivia s'est simplement éloignée. « Vous avez vu ça ?» a chuchoté quelqu'un. Elle ne l'a même pas touché. « Il a juste raté », a répondu un autre. Mais l'incertitude colorait sa voix. L'air dans la pièce était lourd d'alcool et de testostérone. Olivia a analysé la situation avec un calme glacial. La bière qu'on lui tendait était une arme sociale, un test de conformité. Son refus était un acte de défi silencieux. Lorsqu'il s'est approché d'elle, elle n'a pas vu un homme, mais une série de vecteurs de force et de points de pivot. Le mouvement qu'elle a exécuté était presque imperceptible, un léger déplacement de son centre de gravité et une pression minuscule mais parfaitement appliquée sur son coude au moment exact où il levait la bouteille. Pour un observateur extérieur, cela ressemblait à un accident. Pour un expert en arts martiaux, c'était un chef-d'œuvre de redirection d'énergie. En s'éloignant, elle a senti le changement dans l'atmosphère. La certitude du groupe était ébranlée. Ils avaient vu une série d'événements chanceux. La roulade de combat, le tir parfait, le démontage de l'arme, et maintenant cet incident. La chance a ses limites. Une graine de doute, de peur même, venait d'être plantée. Et la peur, Olivia le savait, était une arme bien plus puissante que l'humiliation. Le matin de l'évaluation de combat s'est levé gris et froid. La rumeur s'était répandue au sujet de la mécanicienne qui pouvait tirer comme un tireur d'élite et démonter des armes plus vite que les forces spéciales. Certaines recrues étaient curieuses, d'autres dédaigneuses. Mais Laurent était passé de la simple intimidation à quelque chose de plus sombre. Il ne supportait pas que cette personne insignifiante, cette souris graisseuse, l'ait surpassée. Aujourd'hui, il la remettrait à sa place. Écoutez bien. La voix du capitaine Dubois a percé l'air matinal. Évaluation des compétences au combat. Corps à corps. Contact total. Mercier. Puisque vous semblez penser que vous avez votre place ici, vous êtes la première. Laurent, vous êtes son adversaire. La foule a formé un cercle sur le tapis de combat, avide de sang. Il ne s'agissait pas de tir ou de compétences mécaniques. C'était du combat physique brut, où la taille et la force comptaient. Laurent mesurait 1,90 m et pesait au moins 35 kg de pur muscle de plus qu'Olivia. Les paris parmi les recrues ne portaient pas sur qui allait gagner, mais sur combien de temps Mercier tiendrait.
Le pronostic était de 30 secondes. « Ne t'inquiète pas », a dit Laurent assez fort pour que tout le monde l'entende, en faisant craquer ses articulations. « J'essaierai de ne pas te faire trop mal. Je ne voudrais pas abîmer la seule personne qui peut nettoyer nos avions. » Olivia se tenait au bord du tapis, sa posture détendue, presque ennuyée. Elle avait troqué sa combinaison pour une tenue de sport standard, mais même celle-ci semblait trop grande sur sa petite silhouette. Alors qu'elle montait sur le tapis, quelque chose de subtil a changé dans sa posture. Seul le colonel Bernard, qui observait depuis la terrasse, l'a remarqué. Ce n'était pas la posture d'une mécanicienne. C'était... Le coup de sifflet a retenti. Laurent a chargé comme un taureau, tout en puissance et en agression, avec l'intention de mettre fin rapidement à cette humiliation. Sa main droite s'est projetée pour attraper le col d'Olivia, pour la plaquer au sol et montrer à tous pourquoi les mécaniciens devaient rester dans les hangars. Cette arène improvisée était familière à Olivia. Elle avait combattu dans la boue, le sable et la neige, souvent pour sa vie. Ce tapis de combat propre et réglementaire semblait presque civilisé. Elle a laissé l'arrogance de Laurent être son premier ennemi. Elle savait qu'il s'attendait à de la peur, à une défense paniquée. Au lieu de cela, elle lui a offert le calme, une toile vierge sur laquelle il pouvait projeter toute sa rage. Chaque insulte qu'il lançait était un indice sur son état mental. Chaque mouvement télégraphié était une information. Elle ne se battait pas seulement contre un homme. Elle se battait contre son ego, et elle savait que c'était sa plus grande faiblesse. Le colonel Bernard, de son point de vue élevé, a vu le changement non seulement dans sa posture, mais aussi dans ses yeux. Ils étaient passés de ternes et soumis à vif et calculateur. Il a vu un prédateur évaluant sa proie, et un frisson d'appréhension a parcouru sa colonne vertébrale. Il était sur le point d'assister à quelque chose de bien plus significatif qu'un simple exercice d'entraînement. Olivia n'a bougé qu'au dernier moment possible. Puis elle s'est décalée. Un mouvement minimal qui a redirigé l'élan de Laurent au-delà d'elle. Il a trébuché, s'est rétabli et a pivoté avec un grognement. Esquive chanceuse. Ça ne se reproduira pas, il l'a attaqué à nouveau, cette fois avec plus de prudence, mais non moins de violence. Un jab du gauche, un direct du droit, un coup de genou visant ses côtes. Olivia a serpenté à travers les attaques comme de l'eau, n'étant jamais tout à fait là où Laurent s'attendait à ce qu'elle soit. Elle n'avait pas lancé un seul coup de poing, n'avait tenté aucune offensive. Elle ne faisait qu'éviter. « Batte-toi » a rugi Laurent, la frustration montant. La foule devenait agitée. Ce n'était pas la raclée qu'ils attendaient. « Arrête de courir et bats-toi » Pendant 10 minutes, la danse a continué, Laurent attaquant avec un désespoir croissant, Olivia s'évanouissant à chaque frappe. La sueur coulait sur le visage de Laurent, tandis qu'Olivia semblait à peine essoufflée. Les railleries de la foule s'étaient estompées pour devenir des murmures confus. Quelque chose n'allait pas du tout dans cette image. Pour les recrues, c'était un spectacle déroutant. Elles étaient entraînées à répondre à l'agression par l'agression. La tactique d'Olivia était contre-intuitive, presque passive. Mais c'était une passivité armée. Chaque esquive était une question qu'elle posait à l'endurance et à la technique de Laurent. Chaque pas en arrière était un leurre, l'attirant plus profondément dans un piège de sa propre fabrication. Elle lisait son corps comme un livre ouvert, le léger affaissement de son épaule avant un direct, le minuscule resserrement de sa hanche avant un coup de pied. Elle n'esquivait pas seulement ses attaques, elle les anticipait. Elle le laissait s'épuiser, se battre contre un fantôme, gaspillant son énergie et sa concentration. C'était la première leçon de la vipère fantôme. Ne jamais engager le combat aux conditions de l'ennemi. Toujours dicter le rythme, même depuis une position de défense apparente. La foule pensait qu'elle fuyait. En réalité, elle était en train de prendre le contrôle total du combat. Elle le démantelait psychologiquement avant même de toucher physiquement. C'était une démonstration de maîtrise si subtile que la plupart ne pouvaient pas la comprendre, mais ils pouvaient en sentir les effets dévastateurs. Laurent ne se battait plus contre elle, il se battait contre lui-même, et il était en train de perdre. C'est le temps qu'il te reste avant de t'évanouir. 7 secondes avant des lésions cérébrales. 12 avant la mort. Les mains de Laurent griffaient son bras. Mais le verrou était parfait. Son visage est devenu rouge, puis violet. La foule criait pour qu'elle le lâche, mais Olivia comptait calmement. 1 Mississippi, 2 Mississippi, 3 Mississippi. Laurent est devenu flasque. Olivia l'a relâché immédiatement, laissant sa forme inconsciente s'affaisser sur le tapis. Elle s'est levée, a épousseté son pantalon et a regardé la foule stupéfaite. Il ira bien dans environ 30 secondes, il aura peut-être un mal de tête. Ce n'était pas seulement un mouvement physique, c'était une déclaration. Le calme glacial de sa voix, la précision clinique de son compte à rebours, tout cela a envoyé une onde de choc à travers les spectateurs.
Ce n'était pas la chaleur d'un combat, c'était la froideur d'une exécution. Elle ne l'avait pas battu, elle l'avait neutralisé avec une efficacité terrifiante. Elle avait démontré non seulement une compétence supérieure, mais aussi un contrôle de soi absolu, une absence totale de l'émotion qui avait conduit Laurent à sa perte. La leçon était claire et brutale. La rage est une faiblesse. La force véritable réside dans le contrôle. Pour la première fois, les recrues ont vu au-delà de la mécanicienne et ont eu un aperçu de la guerrière qui se cachait en dessous. Et ce qu'ils ont vu les a terrifiés bien plus que la force brute de Laurent ne l'avait jamais fait. Le colonel Bernard bougeait déjà, se frayant un chemin à travers la foule avec une expression de reconnaissance choquée. Il avait déjà vu cette technique exacte, des années auparavant, dans une vidéo d'entraînement classifiée. Le mouvement signature de la vipère fantôme. Une défense patiente suivie d'une précision soudaine et écrasante. Mais c'était impossible. Tous les membres de la vipère fantôme étaient morts, tués dans le massacre de la Rivière Noire il y a 3 ans. N'est-ce pas? Alors que le personnel médical se précipitait pour vérifier l'état de Laurent, Bernard a sorti sa tablette sécurisée, ses doigts volant sur l'écran. Il a consulté fichier après fichier, croisant les images, cherchant quelque chose qu'il priait de ne pas trouver. Puis il l'a vu. Une seule image d'une caméra de surveillance à la Rivière Noire montrant le seul survivant en cours d'extraction, plus mort que vif. L'image était granuleuse, le visage obscurci par le sang et l'enflure, mais la morphologie, la façon dont elle se tenait, même criblée de balles. Le sang de Bernard s'est glacé. Il a regardé de la tablette à Olivia, qui observait calmement Laurent reprendre conscience. Le souvenir de la vidéo était gravé dans son esprit. C'était une simulation d'extraction d'otage où l'opérateur, jouant le rôle de l'otage, était censé être maîtrisé. Mais il s'était retourné contre ses ravisseurs, avec une vitesse et une efficacité qui avaient stupéfié les instructeurs. Le mouvement final était identique, une redirection fluide menant à un étranglement arrière qui mettait fin à la simulation en moins de 5 secondes. Le rapport indiquait que la technique avait été développée par une opératrice nommée Ange pour neutraliser des adversaires plus grands sans recourir à la force létale immédiate, une méthode de contrôle total. Voir ce même mouvement exécuté avec une perfection aussi glaciale par une mécanicienne anonyme sur sa base d'entraînement était comme voir un fantôme marcher en plein jour. Les pièces du puzzle ont commencé à s'emboîter dans son esprit. Le tir, le démontage de l'arme, la cicatrice, formant une image qu'il avait du mal à accepter. La survivante de la Rivière Noire n'était pas seulement une légende, une note de bas de page tragique dans un rapport classifié. Elle était ici. Et elle n'était pas ici par hasard. Deuxième round, a annoncé le capitaine Dubois, la voix incertaine. Il n'aimait pas ce qu'il venait de voir, n'aimait pas les questions que cela soulevait. Mercier contre Marc et Cédric, ensemble. La foule s'est agitée mal à l'aise. Un combat à 2 contre 1 n'était pas le protocole standard, mais Dubois voulait voir Mercier brisé, voulait restaurer l'ordre naturel où les mécaniciens restaient à leur place. Marc et Cédric ont échangé un regard, mais sont montés sur le tapis. Ils avaient vu ce qui était arrivé à Laurent. Mais à 2 contre 1, c'étaient des chances avec lesquelles ils pouvaient travailler. Cette fois, la posture d'Olivia a complètement changé. Elle s'est mise dans une position qu'aucune des recrues ne reconnaissait, mais que Bernard, lui, a reconnue. La position de préparation de la vipère fantôme, développée spécifiquement pour des adversaires multiples dans des espaces confinés. Son poids était parfaitement équilibré, les mains lâches mais prêtes, les yeux suivant les 2 menaces simultanément. Marc est venu de la gauche, Cédric de la droite. Ils s'étaient entraînés ensemble, connaissaient les mouvements de l'autre, mais Olivia se déplaçait entre eux comme de la fumée, utilisant un attaquant pour bloquer l'autre, transformant leur avantage numérique en un handicap. Quand Marc a lancé un coup de poing, elle l'a guidé dans les côtes de Cédric. Quand Cédric a essayé de la saisir, elle l'a fait tournoyer sur le chemin de Marc. Puis c'est arrivé. Dans le chaos du combat, la chaîne autour du cou d'Olivia s'est rompue. Des plaques d'identité se sont éparpillées sur le tapis, leur surface métallique captant la lumière. Cédric, respirant fort, en a ramassé une automatiquement, jetant un coup d'œil au nom. « Équipange » a-t-il lu à voix haute, confus. Puis son visage est devenu blanc. « Attends, cette unité, elle a été entièrement anéantie à la Rivière Noire. » La nouvelle posture d'Olivia n'était pas seulement défensive. C'était une géométrie de combat. Ses mouvements n'étaient pas aléatoires. Ils étaient calculés pour créer des lignes d'attaque conflictuelles pour ses adversaires. Elle n'était plus une cible unique, mais un point de pivot autour duquel ses 2 ennemis tournaient, se gênant mutuellement. Elle ne bloquait pas leurs coups, elle les redirigeait, les faisant entrer en collision, transformant leur force combinée en une force autodestructrice. C'était comme regarder un maître d'échecs jouer contre 2 novices, sacrifiant des pions pour mettre le roi en échec. Les plaques d'identité qui tombaient n'étaient pas un accident.
C'était un point culminant inévitable, le moment où son passé, porté si près de son cœur, se révélait enfin au monde. Le nom Équipange a suspendu le temps. Ce n'était pas juste une unité. C'était un mythe, une histoire d'horreur racontée à voix basse dans les cercles des forces spéciales, un avertissement sur la trahison et la perte totale. Et soudain, le mythe se tenait devant eux en chair et en os. Entièrement anéanti à la rivière Noire, a terminé Bernard, sa voix portant à travers le terrain d'entraînement soudainement silencieux. Il regardait Olivia avec un mélange d'admiration et d'incrédulité. Tous les membres tués dans une embuscade. 12 opérateurs spéciaux, les meilleurs de la Vipère fantôme, trahis par quelqu'un de l'intérieur. Sa voix est tombée à un murmure. Il n'y a eu qu'une seule survivante. Olivia se tenait parfaitement immobile au centre du tapis, les plaques d'identité éparpillées autour d'elle comme des étoiles déchues. Son expression n'avait pas changé, mais quelque chose dans ses yeux était devenu froid et distant. Il l'appelait l'ange de la mort, a continué Bernard, incapable de s'arrêter. 7 balles dans le corps, elle a rampé pendant 48 heures en territoire ennemi. Quand ils l'ont trouvée, elle était plus morte que vive, serrant les plaques d'identité de toute son équipe. Il a fait un pas en avant, la voix tremblante. C'est vous. Vous êtes ange. Le terrain d'entraînement a explosé. Les recrues ont reculé comme si Olivia pouvait exploser. Des téléphones sont sortis, enregistrant tout. Clara a laissé tomber sa bouteille d'eau avec un bruit sec. Même Dubois, l'officier d'entraînement imperturbable, était figé. Mais Olivia ne regardait aucun d'entre eux. Ses yeux balayaient la foule, cherchant un visage, celui du commandant Klein, qui assistait toujours aux évaluations de combat, qui ne manquait jamais une occasion d'évaluer les recrues potentielles pour son réseau privé. Il n'était pas là. Le silence qui a suivi la révélation de Bernard était lourd de 3 ans de deuil et de mystère. Pour les recrues, c'était comme si une figure mythologique venait de descendre de l'Olympe pour marcher parmi eux. La mécanicienne qu'ils avaient méprisée n'était pas seulement une soldate compétente. Elle était une légende vivante, une survivante d'un enfer qu'ils ne pouvaient qu'imaginer. La transformation était si complète, si soudaine, qu'elle a brisé leur perception de la réalité. La hiérarchie simple de la base, basée sur le grade et la force physique, s'est évaporée. Devant eux se tenait une autorité d'un tout autre ordre, une autorité forgée dans le feu, la perte et une volonté de survie inhumaine. Le nom « ange de la mort » n'était pas une hyperbole. C'était une description. Et ils réalisaient maintenant qu'ils avaient passé 6 mois à tourmenter la mort elle-même. La peur qu'ils ressentaient maintenant n'était pas celle d'un adversaire supérieur, mais une peur primale, existentielle. « Où est Klein » a-t-elle demandé, sa voix tranchant le chaos comme une lame. Bernard a cligné des yeux, confus par la question. « Klein, qu'est-ce qu'il ? Où est Klein » L'ordre dans sa voix était absolu. Et soudain, tout le monde pouvait le voir. Pas la mécanicienne, pas l'outsider, mais le commandant des opérations spéciales qu'elle était vraiment. « Il est parti », a dit Elena doucement depuis la foule. Au moment où vous avez mis Laurent dans l'étranglement, il s'est juste retourné et est parti en marchant vite. L'expression d'Olivia s'est durcie. 6 mois de chasse patiente, d'humiliation et de suspicion endurée, et sa cible était en fuite. Elle s'est penchée pour ramasser les plaques d'identité éparpillées. Chaque mouvement était précis et respectueux. Ce n'était pas seulement des plaques de métal. C'était tout ce qui restait des frères et sœurs qui étaient morts parce que quelqu'un en qui ils avaient confiance les avait vendus. « Vous êtes ici depuis 6 mois, a dit Bernard, la compréhension se faisant jour. Vous n'êtes pas ici pour l'entraînement. Vous êtes en chasse. » Olivia a fixé la dernière plaque d'identité et s'est relevée. Elle a regardé les recrues assemblées. Laurent, conscient mais chancelant. Clara, les larmes coulant sur son visage. Cédric et Marc, encore en train de digérer ce qu'ils venaient d'apprendre. Ces guerriers choyés qui se croyaient d'élite parce qu'ils n'avaient jamais fait face à une vraie trahison, n'avaient jamais tenu leur coéquipier mourant alors que les ennemis se rapprochaient. « Mettez-moi le général Renaud sur une ligne sécurisée », a-t-elle dit à Bernard. « Dites-lui qu'Ange a trouvé la taupe. » La fuite de Klein était la confirmation dont elle avait besoin. Seul le coupable fuit. Son départ précipité était un aveu de culpabilité plus éloquent que n'importe quelle confession. La frustration d'Olivia était immense, mais elle était tempérée par une froide résolution. La partie cachée du jeu était terminée. Maintenant, la chasse ouverte commençait. En ramassant les plaques, chaque nom était un murmure dans son esprit. Jacques, Marie, Léo. 11 noms, 11 promesses qu'elle s'était faites. La mission n'avait jamais été de simplement identifier le traître. C'était de le traduire en justice. La révélation de son identité n'était pas un échec de sa couverture, mais une transition.
nécessaire vers la phase suivante de l'opération. Elle avait forcé Klein à se montrer, à commettre une erreur. Maintenant, elle allait exploiter cette erreur avec toute la fureur d'une femme qui n'avait plus rien à perdre et une équipe de fantômes à venger. Son ordre à Bernard n'était pas une demande. C'était la réaffirmation de son autorité, de son rang tacite qui transcendait les structures de commandement normales. L'ange était de retour, et l'enfer venait avec elle. La transformation a été instantanée et absolue. Là où quelques instants auparavant se trouvait une mécanicienne intimidée par des recrues, se tenait maintenant une guerrière dont la seule présence changeait l'air sur le terrain d'entraînement. Le colonel Bernard était déjà sur son téléphone sécurisé, sa voix urgente alors qu'il relayait des codes qui n'avaient pas été utilisés depuis 3 ans. « Monsieur, ici Bernard au commandement de l'entraînement de l'OTAN. Code d'authentification Bravo 77 Ange. Nous avons une situation. La survivante de l'unité fantôme a identifié la taupe de la rivière Noire. Demandons un confinement immédiat et la présence du général Renaud. » Pendant que Bernard passait l'appel, Olivia se dirigeait avec détermination vers le bâtiment des communications. Les recrues s'écartaient devant elle comme de l'eau, certains enregistrant encore sur leur téléphone, d'autres la fixant simplement, choqués. Laurent, aidé par des médecins pour se relever, la regardait passer avec quelque chose qui approchait la vénération. La femme qui l'avait tourmentée pour sa faiblesse venait de se révéler être peut-être la personne la plus mortelle de la base. Confinement de la base effectif immédiatement, on crépitait les haut-parleurs. Tout le personnel doit se rendre dans les zones désignées. Personne ne quitte le camp. Ceci n'est pas un exercice. Clara s'est retrouvée à suivre Olivia sans réfléchir, attirée par un besoin de comprendre. La façon dont vous bougiez, la façon dont vous vous battiez, vous auriez pu nous détruire n'importe quand. Olivia s'est arrêtée à l'entrée du bâtiment, regardant la jeune femme qui lui avait versé de la bière dessus, s'était moquée de son apparence, avait essayé de briser son esprit. « Vous n'étiez pas mes ennemis », a-t-elle dit simplement. « Vous n'étiez que des obstacles. Klein est l'ennemi. » Mais le mot « obstacle » était chargé de sens. Il ne les absolvait pas, mais les recontextualisait. Ils n'étaient pas les antagonistes de son histoire, mais des éléments du paysage, des distractions bruyantes qu'elle avait dû naviguer. Cette réalisation a frappé Clara plus durement que n'importe quelle réprimande. Son arrogance, son besoin de dominer, tout cela n'avait été qu'un bruit de fond insignifiant pour quelqu'un engagé dans une guerre qu'elle ne pouvait même pas concevoir. Elle et les autres pensaient jouer le rôle principal dans un drame de dominance sur la base, alors qu'en réalité, ils n'étaient que des figurants involontaires dans une tragédie bien plus vaste et plus sombre. L'indifférence calme d'Olivia était plus humiliante que n'importe quelle défaite physique. Mais pourquoi? Marc avait rattrapé le groupe, Cédric à ses côtés. Pourquoi nous laisser vous humilier? Pourquoi prétendre être faible? Parce que Klein observait, a répondu Olivia. Il recrute des actifs en trouvant ceux qui en veulent à l'autorité, qui se sentent négligés ou sous-évalués. J'avais besoin qu'il me voie comme une recrue potentielle. Quelqu'un en colère contre le système, fatigué de se faire marcher dessus. Ses lèvres se sont courbées en un sourire qui ne contenait aucune chaleur. Vous avez tous parfaitement joué votre rôle. À l'intérieur du bâtiment des communications, le chaos régnait. Le personnel courait entre les postes, mettant en œuvre les protocoles de confinement. Olivia les a traversés comme un requin parmi des vairons, se dirigeant directement vers le bureau de Klein. La porte était verrouillée, mais elle n'a pas ralenti. Un coup de pied précisément placé et la porte renforcée s'est brisée vers l'intérieur. Le bureau était vide, mais Klein n'avait pas eu beaucoup de temps. Son ordinateur était encore connecté. Des documents étaient éparpillés sur son bureau. Olivia est allée directement à l'ordinateur, ses doigts volant sur les touches. Des années d'entraînement en renseignement ont pris le dessus alors qu'elle naviguait dans ses fichiers, copiant tout sur un disque crypté. Qu'est-ce que je regarde? Bernard était arrivé, fixant l'écran qui affichait des listes de noms, de dates et de lieux. 15 ans de trahison, a dit Olivia doucement. Klein n'était pas seulement la taupe de la rivière Noire. Il a vendu des opérations à travers les forces de l'OTAN. Regardez ces noms. Opération Sable Rouge, l'incident de la vallée de l'Helmand, l'extraction de Varsovie qui a mal tourné. Chacune de ces opérations a été imputée à de mauvais renseignements ou à l'action ennemie. L'ampleur de la trahison était stupéfiante. Chaque nom sur l'écran était lié à une mission ratée, à des vies perdues. Olivia voyait plus que des données. Elle voyait les visages de camarades, des histoires de bravoure terminées en tragédie. La rage qui avait été son carburant pendant 3 ans menaçait de la consumer. Mais elle la maîtrisait, la canalisant en une concentration glaciale. La vengeance personnelle était un luxe. La justice pour tous les noms sur cet écran était la mission. C'était plus grand qu'elle,
plus grand que l'équipe Ange. C'était une maladie qui avait rongé le cœur de leur organisation pendant une décennie et demie, et elle était le scalpel destiné à l'exciser. Elle n'était plus seulement l'ange de la mort, vengeresse de son équipe. Elle était devenue le système immunitaire, purgeant l'infection avant qu'elle ne puisse tuer l'hôte. « Mon Dieu !» a soufflé Bernard. « Combien de personnes sont mortes à cause de lui ?» 57 confirmés, a répondu Olivia, sa voix stable malgré la rage qui brûlait dans sa poitrine. Mon équipe n'était que la dernière. Il a recruté un réseau, trouvant des soldats amers, des spécialistes négligés, n'importe qui avec un accès et une rancune. Une alerte a clignoté à l'écran. Le système de sécurité interne de la base. Olivia a affiché le flux et a immédiatement trouvé Klein. Il était au garage, essayant de réquisitionner un véhicule, mais le confinement avait été plus rapide que son plan d'évasion. Des gardes l'entouraient déjà. Il est piégé, a observé Bernard. Non, a dit Olivia, étudiant le langage corporel de Klein à l'écran. Il est exactement là où il veut être. Regardez ses mains. Bernard a plissé les yeux sur les images granuleuses. Les mains de Klein bougeaient par petits gestes précis. Pour n'importe qui d'autre, cela aurait pu ressembler à de l'agitation nerveuse, mais Olivia l'a reconnu immédiatement. Le langage des signes tactiques de la vipère fantôme. Il fait des signes à quelqu'un, a-t-elle dit. Il a des actifs sur la base. Ce n'est pas fini. L'explosion qui a secoué le garage quelques secondes plus tard lui a donné raison. Des grenades fumigènes ont explosé simultanément, remplissant la zone d'épais nuages gris. Quand la fumée s'est dissipée, Klein avait disparu, ainsi que 2 des gardes qui l'entouraient. Imagerie thermique, maintenant, a aboyé Olivia, et les techniciens se sont précipités pour obéir. Les signatures thermiques montraient Klein et ses complices se déplaçant rapidement vers le périmètre. Ils se dirigent vers l'ancienne zone d'entraînement. Elle est fermée pour rénovation. Pas de caméra, pas de personnel. Olivia bougeait déjà, mais cette fois, elle n'était pas seule. Elena s'est mise au pas à côté d'elle. Puis, étonnamment, Laurent, la gorge meurtrie par l'étranglement, mais les yeux clairs. « Vous n'êtes pas obligé, » a commencé Olivia. « Si, nous le sommes. Là. » Coupez Laurent. Nous avons passé des semaines à vous pourrir la vie pendant que vous chassiez le salaud qui a tué votre équipe. Le moins que nous puissions faire est de vous aider à finir le travail. D'autres recrues les ont rejoints. Marc, Cédric, même Clara. Le même groupe qui l'avait tourmentée se formait maintenant derrière elle comme une unité. Cela aurait dû être absurde. C'était probablement suicidaire. Mais Olivia a ressenti quelque chose qu'elle n'avait pas éprouvé depuis la Rivière Noire. Elle n'était pas seule. Cette alliance improbable était le premier signe que quelque chose de nouveau émergeait des cendres de l'ancienne hiérarchie. Leur motivation n'était pas la discipline ou les ordres, mais quelque chose de plus puissant, la culpabilité, le respect et un désir naissant de rédemption. Ils ne la suivaient pas parce qu'elle était un officier supérieur, mais parce qu'elle incarnait un idéal de dévouement et de sacrifice qu'ils commençaient à peine à comprendre. Pour Olivia, leur présence était à la fois un atout tactique et un fardeau. Ils étaient des corps entraînés, mais aussi des novices dans le genre de guerre de l'ombre qu'elle menait. Pourtant, en regardant leur visage déterminé, elle a compris que sa mission venait de s'élargir. Il ne s'agissait plus seulement de traquer Klein. Il s'agissait aussi de guider ces jeunes soldats hors des ténèbres de leur propre ignorance. L'ancienne zone d'entraînement était un labyrinthe de bâtiments abandonnés et de parcours d'obstacles envahis par la végétation, parfait pour une embuscade. Olivia a levé le poing et le groupe s'est arrêté instantanément, reconnaissant le signal militaire universel pour halte. Klein ne fait pas que fuir, a-t-elle expliqué doucement. Il nous attire. C'est ce qu'il fait. Il transforme les poursuivants en cibles. Mais il a l'habitude de traiter avec des forces standards. Son sourire était acéré. Il n'a jamais affronté les tactiques de la vipère fantôme avec du renfort. Elle a commencé à donner des ordres avec l'autorité naturelle de quelqu'un habitué au commandement. Laurent prend Clara et Marc. Contournez par la gauche. Surveillez ses complices. Nous savons qu'au moins 2 gardes ont tourné. Elena, Cédric, avec moi. Bernard, coordonné avec la sécurité de la base. Assurez-vous que personne d'autre n'entre dans cette zone. Qu'est-ce qui vous fait penser que nous pouvons suivre les tactiques de la vipère fantôme ? A demandé Laurent. Vous ne pouvez pas, a dit Olivia sans détour. Mais vous êtes tous des recrues d'élite. Vous pouvez suivre des ordres de base et ne pas mourir. C'est tout ce dont j'ai besoin. Ils sont entrés dans la zone avec Olivia en tête. Chaque ombre pouvait cacher un ennemi. Chaque coin pouvait dissimuler la mort. Mais Olivia lisait l'environnement comme d'autres lisent des livres, voyant des histoires dans la poussière dérangée et l'herbe pliée. Là,
a-t-elle chuchoté, montrant des éraflures sur le béton. 3 personnes sont passées par ici il y a peut-être 10 minutes. Elles se déplaçaient vite, mais essayaient de paraître décontractées. Voyez comment les marques de talons sont plus profondes? Ils portent un poids supplémentaire, des armes ou des fournitures. Le premier contact a eu lieu à l'ancienne tour de rappel. L'un des gardes corrompus a ouvert le feu depuis une position élevée, son arme automatique crépitant dans l'espace clos. Les recrues se sont dispersées pour se mettre à couvert, mais Olivia bougeait déjà. Elle a grimpé à l'extérieur de la tour comme de l'eau qui coule à l'envers, utilisant des prises qui n'auraient pas dû pouvoir supporter un enfant. Le garde ne l'a jamais vu venir. Un instant, il tirait en rafale pour les contenir. L'instant d'après, il était inconscient, son arme démontée et dispersée. Olivia est descendue en rappel en utilisant son propre équipement, atterrissant aussi légèrement qu'un chat. Un de moins, a-t-elle rapporté. Klein est proche. Je peux sentir son eau de Cologne. La même marque chère qu'il porte depuis des semaines. Sa capacité à lire des signes aussi infimes que des marques de talons ou à sentir une odeur familière au milieu du chaos n'était pas magique. C'était le résultat d'un entraînement brutal qui avait recalibré ses sens. La vipère fantôme enseignait à ses opérateurs à devenir des extensions de leur environnement, à traiter chaque information sensorielle comme une donnée potentiellement vitale. Pour les recrues qui la suivaient, c'était une classe de maîtres en temps réel. Ils voyaient la théorie de leur manuel prendre vie de la manière la plus viscérale qui soit. Leur mois d'entraînement leur avait appris à réagir. Olivia leur montrait comment anticiper, comment penser 3 coups à l'avance, comment transformer un environnement hostile en un allié. Ils étaient venus pour une chasse à l'homme, ils recevaient la leçon de leur vie. Ils l'ont trouvé dans la Kilaos, un bâtiment conçu pour l'entraînement au combat en espace clos. Bien sûr, il avait choisi cet endroit. C'était la spécialité de Klein, retourner les avantages tactiques contre ses adversaires. Mais en étudiant la structure, Olivia a vu ce qu'il ne pouvait pas savoir. Les dégâts causés par les récentes tempêtes avaient compromis plusieurs murs. Le bâtiment qui semblait solide était en fait un château de cartes. Il est au 2e étage, a rapporté Elena, regardant à travers une fissure. Je vois du mouvement. Et l'autre garde? A demandé Laurent. Pas vu, a répondu Marc. Il pourrait être n'importe où. Olivia a pris sa décision. Nous n'allons pas jouer son jeu. Laurent, tu te souviens de cet entraînement à la démolition le mois dernier? Il est temps de l'utiliser. Nous allons faire s'effondrer la maison. C'est de la folie, a protesté Cédric. Klein pourrait être tué. Non, a dit Olivia froidement. Klein est un survivant. Il aura une stratégie de sortie, mais il ne s'attendra pas à ce que nous détruisions tout le terrain de jeu. Travaillant rapidement, ils ont placé des charges d'entraînement à des points structurels clés. Pas assez pour raser le bâtiment, mais suffisant pour rendre un séjour à l'intérieur extrêmement malsain. Pendant qu'ils travaillaient, Olivia a remarqué qu'Elena surveillait le périmètre avec une intensité inhabituelle. « Qu'est-ce que tu vois » a demandé Olivia. « Le 2e garde » a répondu Elena. « Il tourne autour de notre position depuis 5 minutes, mais il n'a ni attaqué ni prévenu Klein. » Elle a rencontré le regard d'Olivia. « Je ne pense pas qu'il ait vraiment tourné. Je pense qu'il est un autre agent infiltré. » Avant qu'Olivia ne puisse répondre, les charges ont explosé. L'Aquilaos a tremblé, les murs se sont fissurés, les dalles du plafond sont tombées en pluie. Klein a jailli d'une fenêtre du 2e étage, roulant en touchant le sol. Il s'est relevé en courant, mais Olivia était prête. La poursuite a été courte. Klein était bon. 15 ans à vendre ses camarades l'avaient gardé affûté. Mais Olivia avait passé 3 ans à se préparer pour ce moment. Elle l'a rabattu comme un chien de berger, coupant les voies d'évasion, le forçant à se diriger vers le complexe principal de la base où la sécurité attendait. La décision de faire s'effondrer le bâtiment était une distillation parfaite de la philosophie de la vipère fantôme. Quand l'ennemi choisit le terrain, changez le terrain. C'était une pensée latérale, une rupture audacieuse avec la doctrine standard qui laissait les recrues à la fois terrifiés et impressionnés. Ils étaient entraînés à nettoyer des pièces, à suivre des protocoles. Olivia leur montrait comment réécrire les règles en plein milieu du jeu. L'intuition d'Elena concernant le 2e garde était un autre moment charnière. Au milieu de l'action, elle avait fait plus que simplement observer. Elle avait analysé le comportement, identifié une anomalie et tiré une conclusion tactique. Olivia a vu en elle une étincelle du même instinct qui faisait la force de son ancienne équipe. C'était un signe d'espoir, la preuve que même au milieu de la trahison, de nouveaux atouts loyaux pouvaient émerger. Klein a fait son dernier barreau d'honneur sur le terrain découvert entre les bâtiments. Il a sorti un pistolet, sa main stable malgré tout. « Tu devrais être morte », a-t-il dit.
7 balles. Personne ne survit à ça. Mon équipe n'a pas survécu, a répondu Olivia. 12 bons opérateurs morts parce que tu les as vendus. Pourquoi? Klein a ri. Un son laid. Pourquoi? Parce que la vipère fantôme était trop bonne, trop pure. Vous pensiez que vous étiez des héros, mais vous n'étiez que des outils. Des outils qui allaient être jetés une fois les guerres terminées. J'ai choisi de profiter plutôt que d'être mis au rebut. Tu as mal choisi, a dit une nouvelle voix. Le général Thomas Renaud est sorti de l'ombre, flanqué d'une équipe tactique complète. Le visage de Klein est devenu blanc. Renaud était une légende, le genre d'officier qui menait depuis le front et n'oubliait jamais une trahison. Il était aussi le mari d'Olivia, bien que peu de gens connaissaient leur relation. 15 ans, a continué Renaud, sa voix d'un calme mortel. 15 ans que tu vends nos gens. 57 morts confirmés. Combien d'autres dont nous ne savons rien? Les conséquences ont nécessité que l'équipe de Renaud déploie des systèmes de communication cryptés de qualité militaire, dotés de protocoles résistants aux ordinateurs quantiques, initialement développés pour les sites noirs du Pentagone. Le centre de commandement portable, établi en quelques minutes, comprenait des liaisons satellitaires avec un cryptage de 256 bits, des scanners biométriques capables de traiter 500 personnes par heure, et des tablettes tactiques affichant la surveillance de la base en temps réel. Cet ensemble technologique d'une valeur de 2 millions d'euros a transformé le camp d'entraînement en une forteresse numérique impénétrable en quelques minutes. Klein a essayé de courir, mais il n'y avait nulle part où aller. L'équipe tactique l'avait encerclé, des points laser peignant sa poitrine comme des étoiles mortelles. Il a laissé tomber le pistolet, levant les mains en signe de reddition. La confrontation finale n'était pas seulement une capture, c'était un jugement. Les mots de Klein, pleins de cynisme et d'auto-justification, étaient le poison qu'il avait répandu pendant des années. Il croyait vraiment que sa trahison était une forme de survie pragmatique. Il ne comprenait pas l'éthique qui animait des gens comme Olivia et son équipe. Pour lui, la loyauté était une marchandise. Pour eux, c'était le fondement de leur existence. La présence de Renaud n'était pas seulement une coïncidence. Olivia l'avait guidé vers ce point précis, s'assurant que la capture de Klein se ferait selon les règles, avec une autorité irréfutable. Elle ne voulait pas seulement le tuer. Elle voulait que le système qu'il avait trahi le démantèle, pièce par pièce. C'était une vengeance plus complète, plus durable. Vous pensez que ça se termine avec moi? A grogné Klein. J'ai des contacts dans toute l'OTAN, des agents dormants à des postes que vous ne pouvez pas imaginer. Vous ne les trouverez jamais tous. Nous en trouverons assez, a répondu Renaud. Puis, à Olivia, Ange, vous avez fait un travail extraordinaire. Prête à rentrer du froid? Olivia a regardé son mari, puis les recrues qui étaient devenus des alliés improbables. Laurent se tenait droit malgré ses blessures. Clara avait des larmes sur le visage, mais de l'acier dans la colonne vertébrale. Elena observait avec une compréhension tranquille. Ces guerriers privilégiés avaient appris plus en un jour qu'en des mois d'entraînement. Pas encore, a dit Olivia. Le réseau de Klein doit être complètement démantelé. Cela signifie rester dans l'ombre. Rester caché. Elle a réussi un petit sourire. De plus, ces recrues doivent apprendre à quoi ressemble la vraie guerre. Quelqu'un devrait leur enseigner. Renaud a hoché la tête. Dans le monde qu'il habitait, le sacrifice était constant et la reconnaissance rare. Le capitaine Dubois est muté. Nous avons besoin d'un nouvel instructeur de combat rapproché. Intéressé? J'ai des conditions, a répondu Olivia. Accès complet au fichier de Klein. Autorité pour enquêter sur toute personne signalée dans son réseau. Et ces recrues, a-t-elle indiqué en désignant Laurent et les autres, ce sont les miennes pour l'entraînement. Accordé, a consenti Renaud. Il l'a prise à part, baissant la voix. 3 ans, c'est long pour chasser seul. Je n'étais pas seul, a dit Olivia, touchant les plaques d'identité sur sa poitrine. Ils étaient avec moi à chaque étape. Les heures suivantes se sont confondues. Klein a été placé en détention, son réseau se dénouant à mesure que les spécialistes en cybernétique plongeaient dans ses fichiers. 8 autres actifs ont été identifiés et arrêtés avant l'aube. Le scandale secourait le commandement de l'OTAN pendant des mois. Mais l'hémorragie avait enfin été stoppée. Au lever du soleil, Olivia se tenait là où tout avait commencé. Le tapis où Laurent l'avait attaqué était toujours là, maintenant taché de sueur et de sang. Les recrues se sont rassemblées autour d'elle, épuisées. « Pourquoi ne vous êtes-vous pas révélé plus tôt » a demandé Marc. « Pourquoi endurer nos abus ?»« Parce que Klein était paranoïaque, » a expliqué Olivia. « J'avais besoin qu'il me voie comme une recrue parfaite, compétente mais amère, capable mais négligée. »« Nous vous avons fait souffrir, » a dit Clara doucement. « Vous m'avez donné une couverture.
a corrigé Olivia. Chaque insulte a rendu ma légende plus crédible. D'une certaine manière, vous m'avez aidé à l'attraper. Laurent s'est éclairci la gorge. À propos des choses que nous avons dites. Vous m'avez traité comme une intruse parce que j'en étais une, a interrompu Olivia. C'est votre nature de tester les menaces. Je ne garde pas rancune aux loups d'être des loups. Nous ne sommes pas des loups, a dit Elena. Nous sommes des soldats. Nous aurions dû être meilleurs. Maintenant, vous le serez, a répondu Olivia. C'est ainsi que nous honorons les morts. En apprenant, en grandissant, en étant meilleurs qu'hier. Bernard s'est approché avec une tablette. Ange, vous devez voir ça. L'interrogatoire de Klein donne des résultats. Il confirme ce que vous soupçonniez. Il y a encore des cellules actives. Une en particulier. Il lui a montré l'écran. La station de Moscou, un agent infiltré à l'ambassade. Olivia a étudié les renseignements, son esprit travaillant déjà sur les possibilités. Renaud les a rejoints, lisant par-dessus son épaule. Ça ne finit jamais, n'est-ce pas? A dit Renaud doucement. Non, a convenu Olivia. Mais nous non plus. Les recrues ont été renvoyées pour se reposer, mais elles ont traîné, réticentes à partir. Elles avaient été témoins de quelque chose d'extraordinaire. Au cours des jours suivants, la base s'est transformée. La nouvelle de la trahison de Klein s'est répandue. Mais plus encore, la rumeur de la mécanicienne devenue fantôme s'est propagée, chassant les ennemis tout en endurant les moqueries avec une patience surhumaine. Laurent est devenu l'élève le plus dévoué d'Olivia, abordant l'entraînement au combat avec une nouvelle humilité. Clara s'est concentrée sur le travail de renseignement, inspirée par la patience d'Olivia. Ses compétences analytiques, autrefois utilisées pour la moquerie cruelle, servaient désormais un but plus élevé. Elena a officiellement rejoint la division du renseignement. Son intuition naturelle, affinée en compétences professionnelles, était cultivée comme un atout pour identifier les menaces que d'autres manquaient. 3 mois plus tard, la transformation était complète. Sous la direction d'Olivia, le centre de formation de l'OTAN est devenu un lieu où les guerriers apprenaient non seulement à se battre, mais aussi à penser, observer et comprendre. L'histoire d'Ange et de la mécanicienne est devenue une légende, racontée à chaque nouvelle classe comme un rappel. Ne jamais juger sur les apparences. Le réseau de Klein a continué à se défaire. Le décompte final était stupéfiant. 73 opérations compromises, 91 décès directement attribuables à ces fuites. Mais pour chaque traître découvert, des soldats loyaux ont été innocentés. L'honneur a été rendu aux morts. Un soir, alors qu'Olivia travaillait tard, Elena a frappé à sa porte. « Madame, il y a quelqu'un pour vous. » Un jeune homme en uniforme de cérémonie se tenait là, un lieutenant au visage frais et aux yeux nerveux. « Madame, je suis le lieutenant Fournier. Mon frère était le sergent Jacques Fournier, de l'équipe Ange. » Le souffle d'Olivia s'est coupé. Jacques, jeune, enthousiaste, toujours le premier à se porter volontaire. Il était mort en couvrant leur retraite à la Rivière Noire. « Je me souviens de Jacques, » a-t-elle dit doucement. « Il m'a sauvé la vie. » Le sang-froid du lieutenant s'est légèrement fissuré. « Je voulais vous remercier d'avoir survécu, d'avoir ramené leur plaque, d'avoir trouvé le salaud qui. » Il s'est arrêté, luttant pour se contrôler. Ma famille n'a jamais cru à l'histoire officielle. Olivia s'est levée et a ouvert un tiroir. À l'intérieur, soigneusement entretenu, se trouvaient 11 jeux de plaques d'identité. Elle a trouvé celle de Jacques et les a tendues à son frère. Celles-ci appartiennent à sa famille, a-t-elle dit. Je les ai portées assez longtemps. Le lieutenant a pris les plaques avec des mains tremblantes. Merci, madame. Pour tout. Après son départ, Olivia est restée assise dans l'obscurité grandissante, se sentant étrangement vide. Pendant 3 ans, le poids de ces plaques l'avait définie, l'avait fait avancer. Maintenant, une par une, elle les rendait aux familles qui avaient plus besoin de tourner la page qu'elles n'avaient besoin de rappel. Renaud l'a trouvée là des heures plus tard. La situation à Moscou évolue. Notre agent confirme qu'une cellule opère depuis l'ambassade. Elle pourrait être liée au réseau de Klein ou être quelque chose de nouveau. « Quand est-ce que je pars ?» a demandé Olivia. « Tu n'es pas obligé. »« Si, je le suis, » a-t-elle interrompu. « C'est ce que je suis maintenant. Ce que la Rivière Noire a fait de moi. Je chasse les chasseurs. Je trouve les traîtres. Je protège les protecteurs. » Renaud s'est assis sur le bord de son bureau. « Et quand est-ce que ça s'arrête? Quand pourras-tu redevenir simplement Olivia? » « Peut-être jamais, » a-t-elle admis. « Peut-être qu'Ange est qui je suis vraiment maintenant. La mécanicienne n'était qu'une autre couverture, une autre légende. Mais au moins maintenant, je ne chasse plus seul. »
Elle a fait un geste vers la fenêtre donnant sur le terrain d'entraînement où Laurent entraînait de nouvelles recrues, où Clara analysait des rapports de renseignement, où Elena pratiquait des techniques de surveillance. Sa souffrance avait créé quelque chose de précieux. Des guerriers qui comprenaient que la force se présentait sous de nombreuses formes. La cellule de Moscou peut attendre une semaine de plus, a dit Renaud. Les recrues ont leur diplôme demain. Ils veulent que vous fassiez un discours. Olivia a presque souri. Que dirais-je? Ne jugez pas un livre à sa couverture? Parfois, le concierge est un opérateur spécial. Que dirais-tu de la vérité? A suggéré Renaud. Que la vraie force n'est pas une question de taille ou de fanfaronnade. C'est une question de but. De protéger ceux qui ne peuvent pas se protéger, même quand ce sont eux qui se moquent de vous. La cérémonie de remise des diplômes a eu lieu à l'aube. Olivia se tenait devant 200 recrues. Il y a 3 ans, j'ai tout perdu, a-t-elle commencé. Mon équipe, mon but, mon identité. J'ai rampé hors de ces montagnes plus fantômes que femmes, ne portant que des plaques d'identité et de la rage. J'ai passé des années à chasser l'ombre qui a détruit ma famille, devenant quelqu'un que je ne reconnaissais pas. Une mécanicienne, une victime, une cible pour vos moqueries. Elle a fait une pause, rencontrant le regard de Laurent, puis celui de Clara, puis celui d'Elena. Mais dans cette souffrance, j'ai trouvé quelque chose d'inattendu. J'ai découvert que les meilleurs chasseurs sont ceux qui ont été des proies. Les guerriers les plus forts sont ceux qui ont été brisés. Les personnes les plus dangereuses dans n'importe quelle pièce sont souvent celles que tout le monde ignore. Vous avez appris la tactique et les armes, la stratégie et la force. Mais souvenez-vous de ceci, votre plus grande arme n'est pas votre fusil ou votre entraînement. C'est votre capacité à voir clairement, à penser au-delà des suppositions, à reconnaître que l'ennemi d'aujourd'hui pourrait être l'allié de demain, et que la victime d'aujourd'hui pourrait être le salut de demain. Allez de l'avant en sachant que la force a de nombreux visages. Soyez digne de l'uniforme. Protégez ceux qui ne peuvent pas se protéger. Et n'oubliez jamais, nous sommes aussi forts que nous sommes unis, aussi faibles que nous sommes divisés. L'assemblée a éclaté en applaudissements. Mais Olivia s'éloignait déjà. Il y avait du travail à faire. Toujours plus de travail. Moscou attendait. 1 an plus tard, Olivia se trouvait dans un endroit différent. Le garage de l'ambassade de Moscou, portant une combinaison et de la graisse, jouant un autre rôle. Mais cette fois, elle n'était pas seule. Son téléphone sécurisé affichait des messages de Laurent, dirigeant maintenant sa propre équipe en Turquie, de Clara, démêlant des réseaux financiers en Suisse, d'Elena, se faufilant à travers Prague pour une autre chasse. Le réseau que Klein avait construit pour détruire était remplacé par quelque chose de plus fort. Un réseau dédié à la protection, à la vérité, à s'assurer qu'aucune équipe ne tomberait plus jamais dans une trahison sans préparation. Son téléphone a vibré. Le message codé de Renaud était bref. Colis confirmé. 3e étage, attaché culturel. Même schéma que Klein. Recrute des actifs parmi le personnel de l'ambassade. Olivia s'est essuyé les mains sur sa combinaison, laissant des empreintes de graisse parfaites sur le tissu. Il était temps de se mettre au travail. Temps de chasser. Mais alors qu'elle se déplaçait dans les ombres de l'ambassade, elle portait en elle la connaissance qu'elle n'était plus seule. Quelque part, d'anciens recrues qui avaient appris à voir au-delà des apparences surveillaient leurs propres cibles, protégeant leur propre peuple. L'attaché culturel rencontrait un jeune marine, lui promettant de l'argent et de l'avancement en échange de petits services. Les mêmes mots que Klein avait utilisés 15 ans auparavant pour démarrer son réseau de trahison. L'histoire essayait de se répéter. Olivia a souri dans l'obscurité. L'histoire était sur le point d'apprendre que certaines leçons étaient écrites dans le sang et la mémoire, portées par des fantômes qui refusaient de laisser le passé se répéter. Elle a sorti son téléphone et a tapé un seul mot à son équipe, « Contact ». À travers l'Europe, l'Asie et au-delà, des téléphones se sont allumés. Des anges déployant leurs ailes, prêts à chasser. La mécanicienne était partie, mais son héritage vivait en chaque guerrier qui avait appris à voir clairement, à se battre sagement et à ne jamais juger sur les apparences. Elle a pensé aux plaques d'identité, maintenant toutes rendues aux familles qui avaient besoin de tourner la page. Sa poitrine était plus légère sans elle, mais son but restait lourd et sûr. Jacques Fournier et les autres n'étaient pas morts pour rien. Leur sacrifice l'avait créé, et elle en avait créé d'autres. Le cercle continuait. L'attaché ne l'a jamais vu venir. Comme Klein avant lui, il avait surveillé les menaces venant des directions attendues, renseignements militaires, FBI, CIA. Il n'a jamais soupçonné la mécanicienne qui entretenait les véhicules de l'ambassade, qui avait accès à chaque voiture, chaque tracker GPS, chaque compartiment caché où les secrets étaient échangés. Quand l'équipe tactique est intervenue, guidée par les renseignements d'Olivia, ils ont trouvé suffisamment de preuves pour démanteler un autre réseau avant qu'il ne puisse se former complètement.
Une autre tragédie évitée. Un autre groupe de soldats qui rentrerait chez eux auprès de leur famille au lieu de mourir dans une embuscade orchestrée. Debout dans la neige de Moscou par la suite, Olivia a reçu un appel d'un numéro inconnu. Elle a failli ne pas répondre, mais quelque chose l'a poussée à accepter. Est-ce Ange? La voix était vieille, usée par les années et la perte. Qui est-ce? Colonel Morrison, à la retraite. J'ai formé l'unité originale de la Vipère Fantôme il y a 20 ans. J'ai entendu parler de ce que vous avez fait. Trouver Klein. Rendre justice à votre équipe. Olivia n'a rien dit, attendant. J'appelle parce qu'il y a quelque chose que vous devriez savoir. Klein n'était pas le début. Il faisait partie de quelque chose de plus grand. Quelque chose qui remonte à des décennies. Si vous êtes prête, si vous en êtes capable, nous devons parler. La neige tombait plus fort, obscurcissant l'horizon de Moscou. Olivia a pensé à une retraite confortable, à déposer son fardeau, à redevenir simplement Olivia Mercier. Puis elle a pensé aux futures équipes marchant dans des embuscades, aux futures familles recevant des drapeaux pliés, aux futurs guerriers mourant pour la cupidité de quelqu'un. Où nous rencontrons-nous? A-t-elle demandé. Le soulagement de Morrison était audible. Prague, dans une semaine. Il y a un poste de mécanicien qui s'ouvre à l'aéroport. Je pense que vous seriez parfaite pour ça. Olivia a presque ri. Un autre aéroport. Une autre couverture, une autre chasse. Mais cette fois, elle ne serait pas seule. Cette fois, elle avait une armée d'anges entraînés à l'école la plus dure de toutes, l'expérience. J'y serai, a-t-elle promis. Alors qu'elle retournait à ses quartiers temporaires, Olivia a réfléchi au chemin étrange qui l'avait menée ici. D'opérateur spécial à survivante brisée, de chasseuse patiente à enseignante réticente, chaque identité avait servi son but. Le travail ne finissait jamais. Mais la fraternité non plus, la sororité, les liens forgés dans un but commun. Klein avait essayé de détruire cela avec sa trahison. Au lieu de cela, il avait créé quelque chose de plus fort. Des guerriers qui comprenaient que la loyauté n'était pas juste un mot, mais une chose vivante qui nécessitait une attention et une protection constante. Certains guerriers se battent en plein jour, pensa Olivia en s'installant dans son siège pour le vol vers Prague. D'autres chassent dans l'ombre, là où les mécaniciens peuvent être des anges. Elle a touché sa poitrine là où les plaques d'identité reposaient autrefois, sentant leur poids fantôme. Et les anges, a-t-elle terminé la pensée, n'oublient jamais leur mort. L'avion s'est élevé dans le ciel nocturne, l'emportant vers de nouvelles batailles, de nouvelles trahisons à découvrir, de nouveaux guerriers à former. Derrière elle, les lumières de Moscou s'estompaient. Devant, Prague attendait avec ses secrets, et quelque part entre les deux, dans les espaces où la loyauté rencontrait la trahison, où la confiance rencontrait la suspicion, la vraie guerre continuait, pour toujours et à jamais, jusqu'à ce que le dernier traître soit trouvé et que le dernier guerrier rentre à la maison. Certains combats, après tout, valaient la peine d'être menés pour toujours. La pensée s'est installée dans l'esprit d'Olivia comme une vieille amie, confortable malgré son poids. Elle avait cru un jour que trouver Klein apporterait une conclusion, que venger son équipe déchue la laisserait enfin reposer. Mais 3 ans de chasse lui avaient appris une vérité plus dure. Le mal ne prend pas sa retraite, ne prend pas de vacances, ne s'arrête pas pour le deuil ou l'épuisement. Il évolue, s'adapte, trouve de nouveaux visages à porter et de nouveaux mensonges à raconter. Dans le reflet de la fenêtre de l'avion, elle ne voyait pas seulement son propre visage, mais les ombres de ceux qui l'avaient précédé. Jacques Fournier, qui avait tenu la ligne à la Rivière Noire, sachant que cela signifiait sa mort. Marie Santos, qui avait souri même lorsque les balles la déchiraient, essayant toujours de protéger les opérateurs plus jeunes. 11 noms, 11 sacrifices, 11 raisons pour lesquelles le combat ne pourrait jamais vraiment se terminer. Mais il ne s'agissait plus seulement des morts. Il s'agissait de Laurent apprenant à diriger avec humilité au lieu d'arrogance, de Clara, canalisant son esprit vif vers la protection au lieu de la moquerie, d'Elena et des dizaines d'autres qui avaient appris que la vraie force portait souvent le déguisement de la faiblesse. Chacun d'eux portait maintenant le flambeau, répandant la lumière dans les coins où la trahison tentait de prendre racine. L'hôtesse de l'air lui a offert un café, et Olivia a accepté avec des mains qui avaient tué et sauvé dans une égale mesure. Ses mains avaient autrefois tremblé de rage, désespérées de se venger. Maintenant, elles étaient stables, déterminées. La mission avait évolué d'une vendetta personnelle à quelque chose de plus grand, un engagement à garantir que personne d'autre n'endurerait ce qu'elle avait survécu. Les mots de Morrison résonnaient dans son esprit. Klein n'était pas le début. Bien sûr qu'il ne l'était pas. Il y aurait toujours un autre Klein, une autre ombre prête à échanger des vies contre du profit ou du pouvoir. Mais il y aurait aussi toujours un autre ange, un autre gardien dans les ténèbres. La bataille était éternelle précisément parce que les enjeux étaient éternels. La vie de ceux qui servaient, les familles qui les attendaient,
les futurs guerriers qui méritaient mieux que la trahison.